Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, nous vous apprenons comment vivre un Noël plus vert. Alliance 9000 vous présente son tout nouveau produit et son fonctionnement. Et comme promis, nous vous présentons l'entrevue que nous avons réalisée avec Doré Belzile, qui vient d'avoir 103 ans. Mais tout d'abord, nous nous dirigeons vers Saint-Damas après cette courte pause. Oyez, oyez! Vous êtes tous et toutes invités à venir festoyer à la 18e dégustation de vins et fromages au bénéfice de la télévision communautaire Vallée de la Matapédia. La feste aura lieu à la salle des 50 ans et plus d'Amqui le samedi 30 janvier prochain à 18h, heure locale. Pour plus d'informations, 88 629 4503 ou direction @tvcmatapédia.com. Nous sommes présentement à Saint-Damas pour saluer la générosité des gens d'ici qui ont permis de sauver l'Église. Monsieur Turcotte, nous sommes présentement dans l'église de Saint-Damas qui va être sauvée grâce à la générosité de son village. Expliquez-moi comment vous avez réussi à aller chercher 300 000 $. Bien, il faut dire que Saint-Damas, c'est une paroisse où les gens, il y a beaucoup d'appartenance et de solidarité par nos paroissiens. Et on a d'abord fait appel à nos paroissiens et à nos anciens paroissiens qui habitent partout à travers la province. Et la réponse a été extraordinaire. De quelle façon, quelle activité que vous avez fait pour pouvoir aller chercher tout cet argent-là? Bien, les principales activités, on a organisé un concert choral à la première année et la première année aussi, on a eu un concert avec François Léveillé. L'année dernière, c'était avec Laurence Jalbert. Puis, cette année, c'était avec Paul Darèche. Ces activités-là ont maintenu l'impact. Mais le gros de la contribution est venu quand même des paroissiens, des entreprises de la paroisse et de la région. Et il faut dire qu'à Saint-Damas, depuis 1984, on a chaque année une vente à l'encan. Et les premières années, ça rapportait 2 000 $. Et depuis 4 ou 5 ans, on va chercher au-delà de 10 000 $ à chaque année. Alors, les gens ont toujours donné à la fabrique. Et moi, je considère que ça a été important parce que les gens sont attachés à leur Église, alors ils ont continué de contribuer. On comprend leur attachement aussi parce que cette église-là, elle n'a jamais brûlé. Elle date de bientôt 100 ans. Oui, elle est 1917 et elle est reconnue patrimonialement et c'est une des belles églises de la région. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de fréquentation de l'Église? Bien, c'est un peu comme ailleurs. Hein, c'est environ 10 % de la population qui fréquente régulièrement l'Église. Mais on constate que même les gens qui ne fréquentent pas l'Église sont quand même attachés et souscrivent. Quand on fait un encan pour on va chercher 10 ou 11 000 $, à ces encans-là, on vend toutes sortes de choses. À partir des tartes, aller jusqu'à les vieilles portes d'église qu'on a changées. Et puis là, vous avez les réparations que vous avez à faire, ils vont être réalisées, puis l'Église, elle va pouvoir continuer. Actuellement, on a des réparations de fait pour environ 800 000 $. Ça a été fait au clocher et on a refait les joints des pierres, on a
réparer les fenêtres. Toutes les fenêtres ont été réparées. Ce qui était endommagé a été remplacé. Et cette année, on devait faire d'autres travaux sur le clocher. Malheureusement, on n'a pas pu les faire. Mais on vient de recevoir la confirmation d'un octroi de 165 900 $. Et ça va nous permettre l'an prochain de terminer les travaux sur le clocher, puis de remplacer la couverture sur les transepts, les parties Qui entourent l'église. Comme une croix, là, tu sais. OK. Cette couverture-là, dans cette partie-là, ça a déjà coulé et ça commence encore à couler. Alors, on va refaire la couverture l'an prochain des transepts. Puis, le clocher, il y a eu beaucoup de travaux de fait, mais par après, on a découvert d'autres fuites et ça va être réparé l'an prochain. Ça veut dire que les travaux urgents vont être complétés là, à l'été 2016. Bien, vraiment, là, c'est tout un exploit pour une petite municipalité comme Saint-Damas. Oui, une municipalité, 440 habitants, il faut le faire. Mon meilleur souvenir de l'opération Nez Rouge, on a été chercher 3 filles à leur appartement, puis le party était vraiment poigné là-bas. Ça fait que la femme a dit, on va vous chanter une toune de karaoké. La fille se commande son burger. Tranquillement, pas vite, là, on voit qu'elle s'endort dans son repas. Fait que là, on embarque dans la voiture. On s'est dit, on pourrait chanter une chanson. C'est la toune! Elle chantait bien. On fait ça parce qu'on aime ça. Ça finit toujours bien. Je suis gêné. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'opération Nez Rouge. Vous voulez être plus écologique à Noël? Eh bien, nous en discutons avec Marie-Lou Leblanc. Marie-Lou, on va parler de Noël, de ce qui s'en vient, les décorations, les emballages, que c'est amusant. Mais il faut que ça reste un peu écologique quand même. Pour les décorations, un arbre de Noël, c'est quoi qui est recommandé? Un arbre qu'on peut réutiliser ou un arbre qu'on va chercher dans le bois? Bien, en fait, c'est certain que si on prend un arbre artificiel, faudrait qu'on l'utilise au moins un minimum de 20 ans pour que ça revienne un choix écologique. Malheureusement, les études disent que la moyenne en Amérique du Nord, c'est qu'on jetterait notre arbre après 6 ans. Donc, on est loin du choix écologique au niveau de l'arbre artificiel. Parce qu'il ne dure pas assez longtemps. Il ne dure pas assez longtemps. Il vient de loin. Il est souvent fabriqué en Chine. Il faut qu'on le transporte. Ensuite de ça, il est transporté jusqu'à Vancouver. Il est souvent mis par train ou par bateau pour arriver jusque dans nos maisons. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de transport qui est fait, donc beaucoup de CO2. Ça demeure des arbres qui sont faits à base de ressources non renouvelables, donc le pétrole. Tandis qu'ici, en plus, dans nos régions, la forêt est à proximité. On a des gens qui cultivent les arbres naturels. On a souvent accès à nos propres terres à bois, donc être capable d'aller le chercher nous-mêmes. En plus d'être une activité le fun à faire en famille, bien, c'est sûr que dans notre cas, c'est vraiment l'arbre naturel qui est le meilleur des choix. À moins qu'on dise, OK, moi, je le garde 30 ans. Mais à cette heure, de plus en plus, c'est difficile. Ouais. C'est ça, c'est difficile. Puis, pour ce qui est de la préparation pour recevoir, on fait de la bouffe, on fait ci, on fait ça. Les petits muffins, les petits papiers, les décorations. Comment qu'on peut faire pour pouvoir être un peu écologique? Ouais. Bien, c'est sûr que des fois, ça peut être un peu difficile, mais dans chaque choix qu'on fait, on peut se demander c'est quoi l'option? Est-ce que j'ai une option qui peut être réutilisable ou est-ce qu'il y a une option qui est moins dommageable? Donc, au niveau si on ne veut pas utiliser d'assiettes en verre, assiettes en porcelaine plutôt pour recevoir, bien, il y a des assiettes qui sont en carton qui peuvent être compostables. À ce moment-là, on peut les mettre dans le bac brun. Maintenant, on a le bac brun, fait que
Tu sais, là, c'est beaucoup de préparation de nourriture là, quand on parle de Noël. Donc, tous les restants, tout ce qu'on n'utilise pas dans la préparation de nos légumes, tout ça, les plures, bien là, on peut les mettre dans le bac brun. Quand on reçoit, bien évidemment, si on utilise des assiettes en carton, bien le carton, on le sait, même souillé, on peut le mettre dans le bac brun. Ouais, c'est ça qui est nouveau et qui est intéressant, oui. Parce qu'avant ça, avec le recyclage, on ne pouvait pas. C'est ça. On n'avait pas cette option-là de que ce soit carton ou styrofoam, bien ça allait à la poubelle. Maintenant, on a l'option de dire, bien, on va prendre en carton, comme ça va aller dans le bac brun. Au niveau des réceptions. Au niveau des décorations, bien, on essaie de prendre des choses qui vont durer le plus longtemps possible. Donc, à ce moment-là, parce que, bon, une boule, si elle est faite en plastique, bien, elle ne pourra pas être recyclée. Par contre, si on l'utilise longtemps, bien là, au moins, on l'a plusieurs années dans notre boîte de décoration de Noël. Fait que la conséquence est un peu moins pire, moins grave, en fait. Mm-hmm. Et pour les cadeaux, oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que l'emballage, il n'y a pas vraiment d'emballages qui sont plus verts que d'autres. Il y en a quand même. J'ai fait, après avoir fait quelques recherches là, pour vraiment être certaine de ce que j'avance, mais en fait, si vous utilisez des sacs, il y a eu une période où c'était vraiment la mode d'utiliser des sacs emballage, des sacs cadeaux avec le papier de soie. Mais ça, en plus, d'année en année, on peut les réutiliser s'ils ne sont pas abîmés. Mm-hmm. Donc ça, c'est bien. Ensuite, pour les papiers d'emballage, bien, si on prend les papiers d'emballage qui n'ont pas d'appliqué ou qui n'a pas de brillant ou de plastifié, bien, cet emballage-là est recyclable. Mm-hmm. Donc, des fois, on se questionne souvent, là, on met tout ça dans un sac, puis après ça, on se demande qu'est-ce qu'on peut mettre au recyclage et pas. Mais le papier d'emballage, c'est ça. S'il n'y a pas de plastique, s'il n'y a pas de brillant, s'il n'y a pas d'appliqué, on parle d'appliqué, là, de choses collées dessus, ça, okay, ça va au recyclage. Le papier de soie, c'est la même chose, ça va au recyclage. Puis, à ce temps, il y a même du papier emballage qui est fait à partir de papier recyclé. Donc, on a même une option là, de papier post-consommation. Donc, ça, c'est une bonne option aussi parce qu'on n'a pas utilisé de la nouvelle ressource pour faire le papier d'emballage. C'est déjà du papier que les gens ont mis au recyclage, finalement. Mm-hmm. Comme du papier journal, par exemple, qu'on pourrait prendre pour faire un emballage original. Oui, on peut aussi y aller avec notre papier, soit du papier brun ou est-ce qu'on fait des décorations dessus. Ça peut être une belle activité pour les enfants aussi, là, quand on fait notre propre papier d'emballage, finalement. Là. Mm-hmm. Mais pour les gens qui veulent la solution facile, bien, il y a quand même des options. Si on mélange tout ça, des fois, il y en a quand même avec qui a comme un appliqué dessus. Il y en a d'autres qui n'en ont pas. Bien là, les gens, ils veulent pas commencer à démêler tout ça. Ils vont dire « Ah, on va tout mettre à la poubelle, ça va être moins compliqué. » C'est ça qu'il faut faire. C'est là où est-ce qu'il faut faire un effort, là, où est-ce que, bon, il peut peut-être avoir, là, quand c'est le temps de déballer les cadeaux, peut-être avoir une personne qui est en charge de faire le tri ou on met les enfants, souvent, ils connaissent ça. Là, une fois qu'on leur a dit une fois, ça rentre, là, puis c'est eux qui nous font la leçon, là. Bon, ben ça peut être une bonne option de mettre un des enfants ou les deux enfants en charge de faire le tri du papier qui va au recyclage, de ce qui va à la poubelle, pour au moins faire bien les choses, là, parce que c'est vrai que des fois, ça fait beaucoup de papier à gérer. Mm-hmm. Puis pour l'arbre, que justement, on l'a acheté un arbre naturel, qu'est-ce qu'on fait avec après Noël? Bien, en fait, certaines municipalités offrent la collecte spéciale. Donc, après Noël, après les fêtes, là, il y a une collecte qui passe. Sinon, l'éco-centre. Okay. L'éco-centre les prend à ce moment-là, il va être mis en copeaux. Donc, ça va pouvoir être utilisé souvent en biomasse, par exemple. Donc, on en fait une réutilisation aussi de la ressource. Sinon, bien, ceux qui l'ont pris sur leur terre, souvent, ce qu'ils vont faire, on le remettre sur leur terre. L'important, c'est quand même de bien le dégarnir. Donc, si on a mis de la neige artificielle, si on a mis des glaçons, les fameux glaçons sont bien beaux, mais une fois que Noël est terminé, il faut vraiment prendre le temps de les enlever si on veut aller le porter à l'éco-centre et pour le laisser aussi sur nos terres. Là, on veut pas les milliers de glaçons. Des glaçons à l'année, hein? Non, c'est ça, c'est ça. Alors, je pense qu'il y a moyen d'avoir un Noël plus vert. Oui.
Oui. Puis, en tout cas, un dernier mot en terminant. Bien, ça me fait vraiment plaisir d'être ici pour donner des petits trucs, les petits trucs écologiques. Puis, ben, je vous souhaite des joyeuses fêtes. Oui. Oui, Puis, ça va si bien. jamais on veut te rejoindre pour avoir plus d'informations, quoi que ce soit. Oui, ben, on peut me rejoindre sur mon adresse courriel, donc le ml pour marilou.leblanc@mrcmatapédia.qc.ca. Sinon, au téléphone à la MRC au 418-629-2053, poste 1122. Donc, c'est possible de me rejoindre et de me poser des questions. Quoi de mieux que de diversifier ses sources de revenus pour assurer la stabilité économique de son entreprise? Eh bien, Alliance 9000 l'a très bien compris et vous présente son tout nouveau produit. Monsieur Nadeau, on a un produit totalement nouveau dans la vallée. Pouvez-vous me dire comment ça a été accueilli chez Alliance 9000? Vous voulez dire comment on a procédé à amener ça ici, dans ce sens-là? Est-ce que c'était une bonne nouvelle pour Alliance 9000? Bien, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle parce qu'on a travaillé quand même un bon bout de temps avant de la mise en place, la négociation finale. On est très content d'apporter cette production-là chez nous, chez Alliance. Ça devient un secteur d'activité qui est complètement différent, qui va nous un peu diminuer la pression que l'on a dans ce secteur où nous œuvrons actuellement, l'impression, la reliure, qui est en diminution rapide. Donc, on m'avait demandé de diversifier les activités, puis je trouvais que ça cadrait parfaitement et avec un potentiel de développement incroyable, pratiquement illimité. Là, vous avez parti vraiment de zéro avec ça. Vous avez été formé. Oui. Expliquez-moi là, où vous êtes allé. Oui. On est allé, notre directrice des opérations, Mme Francine Harvey, et moi-même, on est allé sur place, là où le produit se fabrique depuis une quinzaine d'années, et pour voir comment on fabriquait ces produits-là, comment il était installé, comment il était commercialisé. On a été 9 jours là-bas en France, à Nîmes, et où on a nous-mêmes fabriqué les panneaux. On les a installés, on a pu les tester. Alors, toute cette formation-là a été faite là-bas. Vous me parliez des tests tantôt. Oui. Pouvez-vous le dire tout en détail? Qu'est-ce que vous m'avez dit? Ben, ce que je vous contais, c'est une petite anecdote. C'est qu'on a même fabriqué une piscine, purement et simplement, sous un abri d'auto de la maison du propriétaire des panneaux, de la licence principale, devrais-je dire. Et on a même fabriqué une piscine. Alors, c'est moi qui ai installé les panneaux. On a rempli l'abri d'auto et on est à même de constater l'incroyable étanchéité des panneaux, même sur une grande superficie. Alors, ça a été très, très formateur. Il y a eu d'autres tests aussi qui ont été faits pour voir la résistance des panneaux avec des boulets. Oui, bien, justement, dans cette même piscine, avant de faire couler l'eau, remplir la piscine, alors on a utilisé un boulet de canon accroché au bout d'une chaîne et avec un palan, on a lancé le boulet de canon sur le panneau et ça résistait. Alors, quand M. Colados, le principal licencié, nous disait que des panneaux pouvaient résister à de très fortes pressions lors de débordements de rivières, de ruisseaux, pouvaient résister à l'assaut d'un tronc d'arbre ou même d'une voiture. C'était faisable et on l'a réalisé sur place. Alors, oui. Mais comment vous avez connu ces produits? Qui vous en a parlé? Bon, c'est dans mes vies antérieures professionnelles où une connaissance à moi m'a fait part de son projet d'acquérir une licence pan-canadienne pour cette distribution-là. Il m'a demandé comment je voyais ça et si j'avais de l'intérêt à devenir un fabricant sur le continent nord-américain. Alors, j'ai dit oui, bien sûr. Puis ça cadrait parfaitement dans la mission qu'on m'a donnée de diversifier les opérations. Alors, c'est un contact à moi qui m'a amené à acheter cette licence-là. Et comment on peut arriver à produire ça ici, partir de zéro, là, puis dire, OK, on monte l'usine, tout ça? C'est sûr qu'on va débuter modestement à l'intérieur de nos propres murs d'Alliance 9000. Mais au fur et à mesure que la production va augmenter, on a quand même de l'espace ici à l'intérieur
On a un deuxième étage sur une très bonne superficie pour accueillir cette production-là. Vous allez comprendre que s'il y a des matériaux en aluminium et en bois, on veut, avant de faire de la grande production, on veut s'assurer que ça n'affectera pas la qualité de nos impressions, parce que c'est quand même notre principale activité. Alors, on veut s'assurer que tout ça ne viendra pas interférer dans la qualité des produits qu'on fabrique ici. Et pour le personnel, est-ce que vous allez être obligé d'engager d'autres personnes ou encore vous allez prendre ceux qui sont déjà ici, qui vivent avec des limitations? C'est évident qu'on va utiliser nos gens ici. On va tenter, par cette production-là, pas tenter, mais on va leur faire travailler, on va les faire travailler sur une plus longue période. Donc, pour certaines personnes, ça va être avantageux. Cette production-là peut être, disons, orchestrée ou planifiée sur une plus longue période. Alors, ça va être facile d'utiliser les gens qui ont déjà des limitations ici et leur faire poursuivre leurs activités professionnelles de façon à ce qu'elles aient moins de dépendance à l'assurance chômage, des trucs comme ça. Et puis, ça peut représenter un chiffre d'affaires de combien, une production comme ça? Dans la première année, en étant, on le pense, conservateur, on pense avoir un chiffre d'affaires de 400 000 $ dans la première année. Et dès la deuxième, on devrait le doubler. Et pour atteindre une vitesse de croisière d'ici à 3-5 ans, entre 1,2 et 1,5 million. Donc, l'utilisation de ces panneaux, c'est pas seulement pour les clients que vous visez, c'est pas seulement les commerçants, ça peut être aussi pour les municipalités? Absolument. Les municipalités, les entreprises de services, je pense aux banques, aux caisses populaires, qui gardent de longues années d'archives. Et la plupart du temps, c'est emmagasiné ou c'est entreposé dans des sous-sols. Donc, on peut protéger l'infiltration d'eau, soit par des fenêtres externes, soit par des drains. Donc, les applications sont nombreuses. Dans le cas du municipal, comme vous faites allusion, l'application peut être vraiment très, très, très intéressante pour une municipalité qui a un réseau de routes secondaires large et très, très grand, de façon à prévenir à l'avance la détérioration de certaines routes secondaires par la crue des eaux. On sait que le printemps, l'automne, même dans les redoux l'hiver, les canalisations ne suffisent pas, donc ça déborde. Ce type de panneau-là pourrait servir à détourner les débordements d'eau pluviale ou de crue des eaux. Ça se fait régulièrement en Europe. On s'en sert même pour fermer complètement des ruelles qui sont inondées. Alors, on détourne la crue des eaux avec ces panneaux-là. Donc, les applications sont nombreuses et ça peut représenter pour une municipalité des économies de coûts importantes, juste à la réfection de ponceaux, de tronçons de route, etc. Donc, c'est très, très intéressant. Vous avez déjà rencontré justement les maires, puis il y avait une bonne réception de leur part? Absolument. En fait, on n'a pas rencontré les maires. Ce sont des maires qui se sont présentés à notre conférence de presse il y a quelques semaines. Et tous, sans exception, ont montré énormément d'intérêt. Même la personne, la sécurité publique, là, trouvait des applications très, très intéressantes là-dedans. Alors, on est en démarchage. Alors, on a un très, très grand territoire. C'est ce qui amène un peu de difficulté parce qu'on a négocié une licence pour tout l'Est du Canada. Alors, le territoire est grand. Le démarchage pour faire connaître le produit va être un peu plus long, mais on pense avec plus de succès. On va être plus large. Est-ce qu'un particulier peut vous appeler directement, dire « Moi, j'aurais une commande à vous faire » ou encore, il faut vraiment passer par un commerçant, là, que ça va venir avec les années? Rapidement, oui, on pourra le faire. C'est pas selon le plan de match, mais on a déjà des commandes pour des panneaux pour des consommateurs. On va le faire. Ça va contribuer tout simplement à faire connaître le produit. Mais là, notre démarchage actuellement est surtout concentré sur l'identification de distributeurs, donc de licenciés commerçants. Mais en attendant, s'il y a des entreprises ou des individus, des consommateurs qui voulaient avoir plus de détails ou
acheter des produits, on sera en mesure de le faire, effectivement. Est-ce qu'on peut vous contacter directement ou encore on appelle plus ceux qui sont à la production? Moi, personnellement, disons que je suis un peu occupé, mais on peut appeler ici chez Alliance et on va les référer aux personnes pouvant rendre ce service-là. Monsieur Forêt, dites-moi, c'est quoi vos fonctions ici, vos nouvelles fonctions? Vous êtes un nouveau venu chez Alliance 9000. En effet, oui. Bonjour. Donc, mon nom est Charles Forêt. Je suis directeur au développement des affaires ici chez Alliance 9000 pour le volet Protection 9.0. Alors, qu'est-ce que c'est Protection 9.0? Protection 9.0 est propriétaire d'un brevet pour l'Est du Canada et on se trouve à être fabricant de différents produits pour différents champs d'application également, mais entre autres des panneaux anti-inondation. Brevet signifie donc qu'un autre ne peut pas faire exactement la même chose. Oui, en fait, le brevet est appliqué sur une technologie pneumatique. Okay. Puis, expliquez-moi un peu, c'est quoi le principe de ces panneaux? Oui, donc c'est ça, c'est tout nouveau. C'est normal qu'on se pose la question. C'est déjà une technologie qui est éprouvée depuis plus de 10 ans en Europe, notamment dans le sud de la France, où j'ai eu l'occasion, la chance d'y aller tout récemment pour visiter l'usine là-bas. Donc, qu'est-ce que c'est exactement le panneau? Bon, on va y aller plus en détail. On va regarder les côtés techniques et comment on peut le fabriquer un peu plus tard dans l'émission. Mais en surface, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un panneau qui est muni d'une gaine pneumatique autour du panneau, donc ce qui nous permet d'isoler les différentes entrées, les différentes entrées d'une maison, par exemple, donc que ce soit une porte ou une fenêtre, là, les différentes ouvertures. OK. Puis de quelle façon ça fonctionne? On fixe ça en dessous, au-dessus? Oui, bonne question. En fait, c'est une protection qui est temporaire. Donc, on va utiliser le panneau seulement en cas de besoin. Donc, si par exemple il y a inondation ou des pluies soudaines dans notre quartier, à ce moment-là, on va utiliser notre panneau. C'est à ce moment-là qu'on va le sortir du garage pour le placer devant l'ouverture. Donc, c'est installé, il y a une installation permanente seulement dans les coins inférieurs des ouvertures pour aller donner un angle, étant donné que les angles de 90 degrés sont trop prononcés pour la gaine pneumatique. Et une fois que c'est installé, on va gonfler la gaine pneumatique à l'aide d'une pompe bien ordinaire, une pompe à vélo si on veut, là. Et à ce moment-là, le panneau reste en place et c'est très, très solide. Donc, quand on achète ça, on peut installer ça nous-mêmes par la suite. Absolument, oui, c'est ça l'idée. En fait, ça paraît un peu compliqué à première vue, mais c'est bien au contraire. En fait, nous, ici, chez Alliance 9000, on vise beaucoup pour les installations faciles pour le client. Donc, évidemment, on offre une formation aux différents commerçants qui seront eux-mêmes propriétaires d'une licence pour leur territoire exclusif. Donc, on va montrer à ces commerçants, soit de porte et fenêtre, par exemple, ou de vitrerie, comment présenter le produit au client. Et une fois que le produit est entre les mains du client, bien, à ce moment-là, pour lui, c'est très simple. C'est vraiment une étape 1, 2, 3 à suivre, si on veut. C'est vraiment pas compliqué à installer pour le client. Et de quoi est formé ces panneaux? De quoi sont formés ces panneaux? Vous les fabriquez vous-même ici de A à Z? Oui, exactement. Donc, il y a certains matériaux qui sont déjà achetés préfabriqués, si on veut, comme les écrous, mais tout le reste est monté de A à Z, effectivement. Donc, on achète des panneaux de grande dimension et c'est fait sur mesure selon les besoins du client. Donc, on va couper le panneau en conséquence de l'ouverture à protéger. Et par la suite, on va compléter avec gaine, on va compléter avec un verrou si nécessaire. Tout est fait sur mesure. Donc le panneau, c'est fait de différents, on peut utiliser différents matériaux, mais le matériau le plus résistant, c'est évidemment le bouleau compressé. Donc c'est une feuille de bouleau à 13 épaisseurs. Comme je vous dis, on ira un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais c'est des matériaux qui sont très, très résistants, étant donné qu'on travaille là, dans ce cas-ci là, dans souvent dans des endroits où on pourrait avoir des inondations ou des débris qui pourraient arriver là, assez... ça pourrait être robuste. Là. Ça nous prend un produit robuste là, pour le panneau. Donc, il y a des différences entre deux sortes de panneaux.
Oui, en effet. Donc, on peut utiliser le panneau à différents champs d'application. Premièrement, si on reste toujours dans l'anti-inondation, donc on se protège, on va protéger les ouvertures, donc les portes, les fenêtres. Il n'y a pas de trop petit ou de trop grand. C'est fait sur mesure selon la dimension qu'on a de besoin. Donc, prenons par exemple une porte d'entrée là, on aurait besoin de protéger. Donc, on va déterminer la hauteur nécessaire d'avance et la largeur, évidemment. Donc, dans ce cas-ci, ça sera un panneau à 3 côtés. Donc, 3 côtés de technologie pneumatique, si on veut. À ce moment-là, on va installer le panneau ici. Il y a des installations temporaires et des installations permanentes. Donc, les installations permanentes, je l'ai mentionné tout à l'heure, donc c'est dans le bas de la porte pour être certain de bien marier là, la forme du panneau. Et 2 trous, en fait, de chaque côté pour installer nos écrous comme ça. Dans le cas d'une fenêtre de sous-sol, une margelle, par exemple, là, à ce moment-là, on a besoin d'un 4 côtés. Okay. Donc, à ce moment-là, c'est différent un petit peu au niveau de l'installation. Donc, je parlais des installations permanentes à ce moment-ci. C'est vraiment un cadre ici là, qu'on peut installer de la couleur qu'on veut. Normalement, c'est blanc. Là. Dans ce cas-ci, le cadre est noir. Et l'installation temporaire, donc encore là, c'est notre panneau ici qu'on va installer au besoin, au moment opportun. Et les clients que vous visez, d'abord, c'est plus les commerçants. Oui, étant donné que je suis le directeur au développement de marché pour un grand territoire, donc pour l'Est du Canada, donc mon rôle est d'approcher les commerçants. Donc, on va vendre des licences pour des territoires protégés. Donc, souvent, ça va être les MRC. Donc, par MRC, il va y avoir un commerçant qui sera propriétaire de sa licence de commerçant pour, par la suite, vendre des panneaux à ses clients. Vous visez combien de commerçants, par exemple, dans la vallée de la Matapédia? En fait, c'est toujours un commerçant licencié par MRC. OK. Donc ici, est-ce que vous avez déjà votre commerçant qui va être distributeur? Oui, on a des prospects pour le moment. On est pour parler là, pour le moment là, pour cette MRC ici. OK. Et le marché que vous visez, c'est dans le Québec, le Canada, aux États-Unis? Oui, en fait, le brevet, c'est une bonne question. Le brevet, c'est pour l'Est du Canada. Donc, on a tout l'Est du Canada, le Québec, ainsi que les 4 autres provinces maritimes. Et jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore commencé vraiment là, à approcher les commerçants? Oui, on a entamé là, des discussions déjà avec différents commerçants. On a vraiment une réponse positive. Les gens, étant donné que c'est nouveau, c'est certain qu'il y a plusieurs questions qui doivent se poser à l'intérieur des commerces. Évidemment, souvent de l'investissement non seulement en argent, mais également en temps là, pour un commerçant. Donc, c'est un pensez-y bien. Mais pour le commerçant qui se procure une licence exclusive pour son territoire, évidemment, il va avoir beaucoup de débouchés par la suite, autant pour la création d'emplois dans différents secteurs, mais aussi pour les retours sur investissement que ce commerçant-là va avoir fait. Et là, j'entends les commerçants dire « Hey, j'en veux. Est-ce qu'on peut vous rejoindre pour avoir plus de détails? » Absolument, oui. En fait, premièrement, on a un site Internet, si vous voulez aller voir qu'est-ce que c'est exactement. Donc, www.protection90.com, donc protection90.com. Sinon, vous pouvez me rejoindre également au 418-262-2587. Carole, est-ce que tu peux m'expliquer comment c'est construit exactement les panneaux ici? Oui, bon, regarde. Premièrement, on a une gaine orange qui va être à l'extérieur de notre panneau. Puis, on insère un tube un petit peu genre pneu de vélo, si on peut, ça ressemble un petit peu au même principe. On insère le pneu noir dans la gaine orange. Okay. Puis, on ferme les bouts, comme on a vu, je ne sais pas si vous l'avez vu sur le panneau tantôt, on ferme les bouts pour empêcher l'air de sortir. Là, je peux peut-être faire une démonstration comment on fait pour entrer la gaine noire dans l'orange. OK? Ça prend du talc.
Carole, peux-tu m'expliquer à quoi ça sert exactement, tout ça, là, la gaine orange? Ça nous permet de boucher les extrémités pour empêcher l'air de sortir. Fait qu'on se prend tout simplement un petit tube de même en cuivre que je vais insérer. On l'installe dans chaque bout. J'insère j'ai un autre petit bout de caoutchouc noir que j'ai pris. Je l'insère dedans comme ça. Donner un petit peu plus de rigidité. Ensuite, je l'insère dans mon bout de cuivre. Un petit peu, tu vas me donner un peu de lait. OK. Ce bout-là est un petit peu plus dur, là, mais... Il faut être minutieux. Oui, mais c'est ça. C'est ça, il faut prendre le temps de le faire. Bon, on l'insère comme ça. Ensuite, je n'ai pas l'appareil ici, mais normalement, on l'installerait dans l'appareil avec un... Un compresseur? Non, ce n'est pas un compresseur, c'est manuel. C'est un petit peu un système de jack, là. Okay. On l'installe dedans, après ça, on le presse, ça donne comme ça, là. Ça va le presser pour qu'il vienne comme ça. OK. Ça va le serrer comme ça. Fait que le caoutchouc va être complètement compressé. On fait pareil aux deux bouts, puis ça va être étanche. Puis c'est ça qui fait que ça devient un panneau qui peut contrer une inondation. Exactement. Une fois que c'est bien étanche au bout, on installe une valve, puis ça gonfle comme un pneu de bicycle. Exactement. Ça vient serrer autour du panneau, puis du mur, du cadrage. OK. On n'a pas la valve, mais en temps normal, on installerait une valve. Je viendrais installer une valve ici, collée sur ma gaine, à l'intérieur. Puis elle sortirait comme ça. Fait que ça c'est collé directement sur le caoutchouc ici. Fait que quand on le gonfle, c'est le pneumatique qui gonfle. Ça, combien de temps ça peut vous prendre là, pour faire ça, toutes ces étapes-là? En termes de temps, étant donné qu'on commence, c'est sûr que c'est dur à... On commence à s'habituer tranquillement pas vite. Je dirais que ça peut prendre à peu près une demi-journée environ. Là, avec le panneau, tout installé, les armatures, une fois habitué, je dirais une demi-journée, on peut fabriquer ça. Un panneau de A à Z? Oui, comme ça, oui. Parce que nous autres, les armatures, ils sont prêts. Là. Nous autres, on les installe, on prend les mesures, après on les visse toutes. Là, une demi-journée, d'après moi, c'est fait. Maintenant, est-ce que tu peux nous montrer comment ça s'installe? Oui. Une fois que notre gaine est terminée, on l'installe, on va faire une démonstration ici. On la rentre dans chaque bout. Comme ça. Ici, on a la valve qui comme j'ai parlé tantôt, qui était insérée dans le caoutchouc noir. On la rentre dans le trou de notre pivot. On la barre. Comme ça. On s'assure de donner une bonne extension au caoutchouc. Comme ça. On l'insère comme il faut. Ensuite, on vient le fermer ici. Ça le compresse, ça l'empêche de sortir. Ensuite, j'installe à nouveau ma barrure. Ensuite, là, vous avez vu qu'il y a deux petits blocages ici pour empêcher le panneau de sortir. Puis ici, j'ai deux trous pour le bloquer avec une petite penture. Là, je l'insère dedans, comme ça. Je vais le bloquer. Maintenant, Carole, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bon, OK. On s'est assuré que tout est en place. Là, je vais le gonfler à partir de la valve avec ma petite pompe. Ça va compresser le caoutchouc sur la paroi. Normalement, c'est 3-4 livres de pression. J'arrête quand il commence à avoir un petit peu de pression. Là, j'arrête. OK. Ensuite, je vais insérer l'eau en arrière pour vous montrer qu'il est étanche. Donc, Carole, on voit que ça fonctionne très bien. Il n'y a rien qui coule si on dégonfle maintenant. Oui, c'est ça. J'enlève un petit peu de pression jusqu'à temps qu'il commence à couler. Vous montrer, là. Vous allez voir, ça ne sera pas trop long. Regardez, là, il commence à avoir des flux. Oui, effectivement. Là, je vais la regarder jusqu'à temps qu'il arrête de couler.
On regonfle. Non, on voit qu'il a arrêté. La fuite est pas matée. On voit que ça a arrêté tout de suite. C'est une question de pression. Sur le marque. La semaine dernière, nous vous avons présenté une entrevue avec la présidente du Cercle des fermières ainsi qu'un court extrait de l'entrevue que nous avons réalisée avec Madame Dorée Belzile, la plus ancienne membre encore vivante du Cercle des fermières d'Amqui. Eh bien, cette semaine, nous vous présentons l'entrevue complète. Madame Belzile, vous avez maintenant 103 ans. J'ai 103. Vous êtes la doyenne du Cercle des fermières, c'est évident. Oh, oui. Pouvez-vous me dire comment ça a commencé, les fermières, par ici? Nous autres, ici, ça a commencé... Moi, j'étais pas ici, moi, là. Quand je me suis mariée, je me suis emmenée ici, c'était déjà fait. Mais j'ai rentré, pas la première année, la deuxième année, pour être mariée. Ma belle-mère a dit... Elle dit, tu devrais rentrer fermière parce que une femme de cultivateur qui n'est pas fermière, c'est pas digne, ça. Oh. J'ai dit, j'ai pas d'argent. Payer ma contribution, c'était 50 cents. C'était beaucoup. Fallait le demander à notre homme. Bien, on n'était pas payé, on restait là parce que cette madame-là avait 4 filles qui étaient sœurs. Puis ça, c'était un honneur. Puis il fallait lui payer une dot. Tu sais, quand les filles rentraient au couvent, il fallait payer. Okay. Mais quand la fille se mariait, elle partait avec son mari, puis les parents n'avaient rien à donner. Mais une sœur, faut payer. Donc là, vous avez quand même réussi à avoir votre 50 cents, parce que vous êtes une membre des fermières. Oui. Puis ça a été longtemps 50 cents. Après ça, ça montait une pièce. Et là, il y en a qui trouvaient que c'était cher, là. Mais c'était pas cher, ça. Parce qu'on allait là, on suivait le cours qui donnait. Puis après ça, on le faisait chez nous, là. Puis on pouvait emprunter les métiers des fermières. Une passait la première, la deuxième, la troisième. C'était à Queue-Leu-Leu. Puis les madames, là, c'était qui aurait passé la première, mais il y en a qui disaient, ben, on va attendre d'abord l'exposition est au mois d'août. Ça fait qu'au mois d'août, on a le temps, dans l'été, là, les enfants d'école, on n'a pas besoin de préparer des dîners, on n'a pas besoin... Fait que, on va attendre, nous autres, là. Mais ça fonctionnait tout le temps, puis il y avait une exposition. Puis quand c'était les légumes de jardin, là, et là, on empruntait des bancs. Tu sais, des bancs de bois pour mettre près des maisons, là. Pas tout le monde qui avait le moyen d'avoir des meubles achetés dehors, hein. Dans ce temps-là, il y avait le fondement, le bloc, puis il mettait une planche, puis deux de chaque côté, puis il y avait un beau banc. Puis là, on préparait nos carottes, on préparait les choux, mais il fallait pas tout ôter. Il fallait savoir. Là. Fait que là, Mme Belzile, ma belle-mère, elle dit, va te montrer, puis tu vas apprendre. Ben oui. Ces feuilles-là, il faut qu'ils restent, mais les autres, il faut laisser le coton, mais il faut nettoyer ça. Mm. Les carottes, c'est pareil. Puis on attachait ça avec une corde blanche. Puis on mettait les carottes sur le banc. Puis quand l'agronome passait, il mettait les prix, là. Okay. Puis il y avait de tout, là. Si les fèves, ils attendaient au mois d'août pour faire des expositions. Puis là, et les fèves, là, dans des beaux petits plots, dans une assiette. Là, les petits pois écalés ou des petits pois avec l'écorce. Ah, oui. Donc, il n'y avait pas juste du tissage dans le temps ou de la confection, il y avait les légumes au travers de tout ça, le jardinage. Pour les fermières, là, les femmes, là, c'était qui aurait surtout les madames âgées, là. Eux autres, ils se regardaient du coin de l'œil, puis... Mais c'était beau. Puis il
Les blancs étaient longs, puis il y avait l'autre. C'était toujours... C'était intéressant. Puis vous avez découvert que votre passion, c'était le tissage. Oui, moi, là, j'ai appris... Mais ma mère a toujours tissé, puis elle filait sa chaîne, puis elle filait, elle arrangeait tout. Puis là, elle faisait des couvertes de laine, elle faisait des Catalognes, elle faisait... Même j'ai une Catalogne de ma mère, quand elle a fait... elle avait tissé, là. Puis entre, disons, 3 brins de guenilles, il mettait un brin de laine. Il défaisait les bas des enfants. Les enfants, eux autres, il fallait qu'il y ait des bas rouges. Ils teignaient les bas rouges. Puis le grand monde, c'était des bas tendus noirs. Nous autres, c'était oui. Puis là, c'était intéressant. Parce que quand les bas étaient baisés, ben, tu pouvais ôter le pied. Puis tu repassais tes broches dans la jambe, puis tu refaisais un pied neuf, parce que les enfants, ça use vite. Puis Genre, c'est quelque chose. Oui. Puis les hommes, eux autres, ben, avaient le bout, là, puis bien souvent... mais les enfants, eux autres, là, dans la maison, ben, ils ôtaient le petit soulier de cuir. Puis ils marchaient. C'était intéressant. Quand on s'engageait, nous autres, on était nombreuses chez nous. On était 16 enfants, puis on s'engageait. Parce qu'il y avait des garçons qui travaillaient chez nous, nos frères. Puis il y en avait un tous les ans. Fait que quand maman faisait à manger, là, c'était une grande soupière. Un grand chaudron pour faire... Des patates, disons des patates avec des tranches de lard salées, là. C'était bon, ça. Hein? Bon. Puis, on avait des tranches, elle tranchait ces morceaux, là. Puis, mais quand on est jeune, on reste avec ça. On connaît ça, puis on voit comment, là. Puis après, on a le goût de faire comme maman. Oui, c'est ça. Puis là, ben, on n'a pas le temps de niaiser, là. Faut se dire. Quand on va tirer, une gars, il allait tirer les vaches. Les autres faisaient à berger, ils mettaient à table. Le soir, ça avait fini, on mettait à refroidir le lait. L'été, on écrémait pas. C'était l'hiver qu'on écrémait. Puis l'été, ben, on allait à la fromagerie. La fromagerie, c'était proche. On allait là. Puis c'était tout... c'était... Puis les enfants, c'était pareil, là, ça buvait du lait écrémé, là. En dessous de... Quand ça coule, là. Et c'est tellement bon. On ne pouvait pas, quand les vaches, on les tirait. Mais là, ils mettaient le tasse, puis... Ça peut pas être plus frais que ça, hein? Puis là, est-ce que vous continuez encore à tisser aujourd'hui? Faites-vous encore partie des fermières? Ou... Oui. Mais cette année, moi, là, j'ai 100 ans. Je paye pas. J'ai eu un cadeau. La présidente a dit, mais elle a dit, vous avez 100 ans. Elle dit, on ne paye pas. On reste pareil. Ça fait que c'est ça que, pour moi, là, les fermières, là, ça a toujours été intéressant. Parce qu'on avait toujours de quoi faire, on avait toujours de quoi de nouveau. Puis dans le temps de l'exposition à Québec, là, il y en avait 4 qui y allaient. Une arrivait, disons, elle faisait les lavettes. Un autre, elle faisait des poignets. Un autre, c'était du tricot. Mais autrement que nous autres, on commençait de bas avec des côtes, là. Mais elle avait appris on pouvait commencer notre bas sans faire de côte. Ah. Ouais. Ça fait que... Moi aussi, j'ai appris avec des côtes, là, les petits, les petits ronds, là. Ah oui, ça a été très, très intéressant, ça. C'est peut-être ce qui a contribué aussi à vous garder autant en forme aujourd'hui? Bien, faut travailler, c'est ça. Je tricote encore. Là, j'ai tout serré ça, là. Parce que c'était de la laine. J'ai eu de la laine qu'une madame avait, puis elle tricotait plus un autre. Mais
ça fait que tu as beaucoup de laine. J'ai fait des petites couvertes, j'ai fait des bas, j'ai fait... mais je donne ça à... où ils ramassent l'argent pour les petites filles là, qui ont des enfants avant le temps. Là. OK, pour quand il y a... en tout cas, c'est un organisme là, qui s'occupe de... C'est des bas, c'est des pantoufles, c'est n'importe quoi. Là. OK. Bon. On a de tout. Puis là, on va aller voir votre métier, voir que vous avez encore ici, là. Hein? On va aller... C'est ça, on va y aller. Voyez-vous, on a mis nos bobines, on a déclenché, on a mis les bobines, c'est prêt à monter, là. On commence à monter ça, puis ça fait la barre du milieu. Parce que je veux faire juste 2 barres dans la couverte, dans les linges à vaisselle. Je l'ai fait en lait, puis j'ai manqué de coton, je l'ai demandé à une madame, mais pour toute monter, j'avais pas assez de coton. Ça fait que la madame a dit, oui, j'en ai. Elle fait qu'elle est venue me porter, ben là, il est là, le sac, dans la boîte, là. Vous avez combien de linge là-dedans à monter? J'en ai 50. 52, 40 quelques pouces, 42 pouces? Non, moi, je fais 12 pouces de large. Oui. Puis 36 de long. OK. Mais pour avoir 36, il faut mettre 3 pouces de plus. OK. Parce que quand on enlève, c'est pas raide, là. Ça... Puis on les presse, on les lave pas. On les coud, on les presse, puis là, ils sont prêts à vendre. OK. Mais là, vois-tu, ça fait de l'ouvrage. Hein. Mais avoir de l'ouvrage, c'est pas fatigant. C'est quand ça se fait pas. Ouais. C'est là. Là, on y pense. Puis... Ouais. Puis là, ça faisait longtemps, mais Lucie n'était pas ici. Puis elle voulait voir comment on monte. Et elle, quand elle est partie d'ici, elle était engagée, elle allait garder des enfants aux États-Unis. Puis finalement, il y avait cher, eux autres, là. Il y avait 25 piastres par semaine. Tandis qu'ici, pour aller garder, ben, il y avait 10 piastres pour tout l'été. Ça fait que, puis elle a resté là. Elle a appris l'anglais. Puis le monsieur, ben, il a dit, si c'est comme ça, on va vous montrer à parler anglais, si vous voulez rester. Puis elle a été 2 ans, là. Fait qu'elle a été correcte. Elle avait bonne pour écrire, bonne pour lire. Mais pas bonne pour tisser. Elle voulait apprendre avec sa maman. Elle n'a pas appris. Mais là, elle sait. Oui. Puis elle a tissé après avec moi, là, sur le métier double. Ah. Ça fait qu'avec tout, là, ça faisait... Mais on se levait pareil à 5 heures. On était habitué à 5 heures. Parce que quand on est cultivateur, il faut se lever à 5 heures. Les vaches, les autres, ils attendent, là. Parce qu'ils sont tirés à 5 heures le soir. Ça fait qu'il faut faire... Puis ensuite de ça, ben, les hommes, eux autres, il fallait qu'ils soient levés. Même quand ils travaillaient dans un champ là, pour labourer puis semer, à 4 heures, les chevaux étaient soignés, puis à 6 heures, ça partait. Avec soit l'étendard, à Fuvien, il y avait tout... mais ça fait de l'ouvrage, mais on était bien, on était heureux. C'était pas une pénitence d'être cultivateur, là. Puis on était tous dans le même rang, là. Puis le dimanche, ben, on avait veillé. Notre père avait dit, oui, vous pouvez aller, mais il faut que vous partez de bonne heure, puis revenir de bonne heure, parce que les chevaux, ils ont faim. Fait qu'ils soyaient le soir, puis on partait à 7 heures de la maison. On arrivait dans le rang. Une fois c'était chez un, une fois chez l'autre, une fois chez nous. Ça faisait le tour. Puis on dansait, mais à 10 heures, on était rendu à la maison. Ben c'est ça qui vous a tenu jeune, hein? Vous aviez des bonnes valeurs que votre père vous avait enseignées. Se lever tôt et se coucher de bonne heure. Mais là, quand il venait là, pour partir, là, il y en avait toujours un qui avait de quoi dire.
Puis là, il chantait, je faisais le tour, puis ça se frappait des mains, puis ça sortait « Bonjour madame », puis « Bonjour madame », puis « Bonjour ». Mais c'était toujours... mais nous autres, pour nous autres, là, on a été bien, cultivateurs, puis être sur la ferme. C'est toujours un plaisir de couvrir votre actualité. Et si vous avez des nouvelles à nous transmettre, faites-le au 418-629-4503 et demandez Nathalie. Vous pouvez aussi le faire par courriel à journaliste@tvcmatapedia.com. Visitez notre site web tvcmatapedia.com pour écouter toutes nos émissions sauvegardées sur ce site. Sur ce, je vous souhaite la meilleure des chances ce dimanche à 12h30 au Télébingo et une excellente semaine. Oyez, oyez! Vous êtes tous et toutes invités à venir festoyer à la 18e dégustation de vins et fromages au bénéfice de la télévision communautaire Vallée de la Matapédia. La fête aura lieu à la salle des 50 ans et plus d'Amqui le samedi 30 janvier prochain à 18h, heure locale. Pour plus d'informations, 88 629 4503 ou direction @tvcmatapedia.com. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel. Si vous avez des activités ou événements à promouvoir, vous pouvez nous rejoindre soit par téléphone au 418-629-4503, soit par courriel au journaliste@tvcmatapedia.com.